Nous sommes engagés publics. Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et aujourd'hui, je suis avec... Jérémy Lepage. Et aussi... Alizée Noumedem. Et cette semaine, Québec veut débuter le déconfinement en mai, mais Ottawa nous invite à être prudents. Alors rien de mieux que des experts en politique et en communication pour évaluer des mesures de santé publique. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. Mais qui est cette douce voix? Qui êtes-vous, Alizée? Qui es-tu? D'où sors-tu, Alizée? Oui, alors moi c'est Alizée. Bonjour. Bonjour. J'ai 25 ans. Okay. Je vis à Montréal. Ça part mal pour les gens de Québec, je pense. Mais Québec, c'est une Oui. belle ville. D'ailleurs, je connais bien cette ville parce que j'ai travaillé comme attachée de presse adjointe pour Hélène David. OK. Puis, c'est ça m'a vraiment permis de plus découvrir la ville. Puis moi, je pense que c'est la plus belle ville du Québec. Fait que t'as aussi découvert l'univers politique. Absolument. Est-ce que t'es allé à Sherbrooke une fois dans ta vie? Oui. Moi, je pense pas. Parce que t'as dit que la plus belle ville du Québec, c'était Québec. Ça part mal, des guerres de village déjà. Mais sinon, Alizée, écoute, continue à te présenter. Donc, tu as 25 ans, tu as fait de la politique déjà, c'est déjà un bon parcours. Comment tu te présenterais sinon? Oui, alors moi, j'ai fait des études en relations publiques à l'UQAM. Puis, en ce moment, je travaille dans le domaine des communications pour une compagnie minière. Puis, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche le développement durable. Donc, je fais une maîtrise à l'Université Laval. C'est en responsabilité sociale et environnementale des organisations. Mm-hmm. Puis comment tu combines ton travail, parce qu'il faut l'aborder, comment tu combines ton travail avec ce que tu vois, et puis comment tu vois, avec la matière que tu vois à l'université? Je dirais que s'il y a une industrie dont le Québec peut être fier, c'est justement celle de l'exploitation des ressources naturelles at large. Il y a énormément de normes pour protéger les travailleurs, ça rapporte beaucoup à l'économie. Puis il y a aussi un vrai effort pour définitivement rendre ça moins polluant, parce que malheureusement, ça l'est encore à certains égards. Mais ce que je peux aussi dire, c'est que même si on veut construire des éoliennes, on aura toujours besoin de métal. Donc, c'est ça, il faut faire un compromis, puis voilà. Fait que t'es dans la réalité des choses. T'es pas dans des vœux où on voudrait qu'il n'y ait plus de minière. Toi, tu dis que quand j'ai besoin de ça, comment on fait une transition, puis voici qu'est-ce que moi je peux apporter, comment je peux m'engager. Oui, je pense que le mot-clé ici, c'est vraiment transition. Ne serait-ce que, par exemple, pour les emplois qui sont reliés à ça, fermer une industrie du jour au lendemain, c'est pas souhaitable. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que ça soit soutenable sur le long terme, donc durable. C'est super intéressant, Alizée. On a très hâte de t'entendre au parcours dans les prochains épisodes. Et dans cet épisode des Engagés publics, on va pouvoir bénéficier de ton expérience concrète sur le terrain, en politique, puis en plus dans des industries québécoises très importantes. Puis tu as un background environnemental. Ça va être super intéressant d'échanger avec toi. On est très content de t'avoir. Alors, bienvenue aux Engagés, Alizée. Merci. On part la machine, on part ça avec le gouvernement du Québec. Donc, apparemment, le manque, là, au moment on enregistre qui est mardi soir, hier, lundi, apparemment, le manque de personnel en CHSLD était comblé. On avait répondu aux nombreux appels du premier ministre du Québec et on a enfin assez de personnel. Ce qui veut dire quand même, par exemple, que la crise sanitaire continue chez nos aînés, malheureusement. Il y a plusieurs aînés qui décèdent. Malgré cette mauvaise situation, on a quand même, le gouvernement affirme, en tout cas, je vous laisserai débattre de tout ça, affirme que c'est sous contrôle dans les hôpitaux et en communauté, et c'est pourquoi, entre autres, Québec planifie un déconfinement en ce moment.
Donc, si la situation reste stable dans les prochaines semaines, il y a les écoles primaires et les garderies qui vont ouvrir le 11 mai au Québec en général, puis le 19 mai dans le Grand Montréal. On devra bien sûr maintenir les mesures sanitaires, hein, ce que Horacio nous dit, les 2 mètres, se laver les mains, etc. Bonne chance les 2 mètres dans les garderies, je ne sais pas comment on va faire ça. Et les présences à l'école, à la garderie, ne seront pas obligatoires, ce qui laisse un casse-tête pour certains parents. Aujourd'hui, mardi, c'était du côté des entreprises qu'on parlait de réouverture graduelle. On touche 3 industries pour le mois de mai. Les magasins qui ont une porte, en bon québécois, qui donne sur dehors, là, donc une porte extérieure. Donc, on ferme encore les centres d'achat. On ouvre, par exemple, on s'en va vers l'ouverture en construction et dans les entreprises manufacturières et aussi, en parallèle de tout ça, il y a Québécois qui a sorti que Québec prépare l'observation un peu à la Big Brother pour une seconde vague éventuelle. Donc, une situation quand même où on voit, semble-t-il, un peu de lumière au bout du tunnel. Alors, Alizée, ta première question, je voulais savoir, avec tout ton bagage, parle-nous de ce gouvernement-là. Est-ce que le gouvernement Legault est devant une situation lose-lose? Peu importe ce qu'il va faire, de toute façon, la moitié des gens au Québec seront pas contents. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je trouve que, vu le capital de sympathie que le gouvernement actuel a en ce moment, c'est impossible qu'il soit dans une situation lose-lose. Je veux dire, je pense qu'au niveau de la gestion de la crise, vraiment, je suis pas dans le secret des dieux, je suis pas non plus une scientifique, mais en tout cas, l'impression qu'ils donnent, c'est définitivement qu'ils ont ça sous contrôle. Je dirais aussi que, en fait, justement, dans la gestion de crise, il y a un aspect qui est vraiment important, c'est d'inspirer la confiance. Puis cette confiance-là, elle est vraiment incarnée par François Legault. Je pense que dans la situation actuelle, je vois pas, j'ai du mal à voir quel membre de l'Assemblée nationale aurait pu être aussi rassurant. Et voilà, c'est ça, je dirais aussi qu'ils ont la chance un petit peu qu'on donne aux nouveaux, dans le sens où, en fait, on peut pas s'il y a quelque chose qui se passe mal, on peut pas les accuser d'avoir entraîné une situation qui aurait pu causer justement quelque chose qui se passe mal ou autre. Donc, non, je pense qu'en fait, ils y gèrent très bien. Voilà. Jay? Oui, moi, je vois un peu les choses de façon différente dans le sens où c'était facile, même c'était drastique, puis c'était pas tant facile en réalité, mais c'était plus facile politiquement, je pense, de prendre des grosses mesures restrictives sur nos libertés, mettons, alors que tous les autres gouvernements dans le monde le faisaient aussi, de comme fermer l'économie comme ça. Mais là, on tombe dans un autre mood où, là, c'est à partir de quand qu'on ouvre mettons, comme là, comme tu le dis, les écoles primaires vont ouvrir, là, il y a certains secteurs qui vont ouvrir. Plus le temps va avancer, plus il y a des secteurs qui vont ouvrir. Puis là, on est toujours plus je pense qu'on va vraiment entrer dans une espèce de dilemme de est-ce qu'on le fait trop tôt? Est-ce qu'on le fait trop tard? Puis si on le fait trop tôt ou trop tard, on a perdu de l'argent ou bien on a mis des gens à risque au niveau de leur santé. Fait que le timing est très dur à gager, surtout qu'on vit toute la crise de façon différente. On a toutes des expériences personnelles différentes ou des craintes différentes par rapport à ça. Fait que moi, je pense qu'il est un peu mis dans un contexte où il va forcément avoir des gens en désaccord avec toutes les futures mesures de déconfinement qu'il va prendre parce que toujours, il va toujours avoir des gens qui vont dire non, c'est beaucoup trop tôt ou bien non, c'est beaucoup trop tard parce qu'il n'y aura jamais de timing parfait. Fait que, mais comme Alizée a dit, le fait qu'il y ait vraiment un gros capital de sympathie, ça l'aide vraiment en gros à mettre peut-être plus de gens de son bord qu'on pourrait le penser. Fait que je pense que ça va être plus difficile dans les prochains mois que ça l'a été dans les derniers mois, dernières semaines pour la CAQ. Je pense que c'est intéressant d'observer si, en fait, les Québécois ont confiance en les Québécois. Dans le sens où même les gens qui prennent des décisions en ce moment, c'est des gens qui font partie de la fonction publique. Il y a plein de gens qui sont très, très brillants, qui travaillent dans nos ministères, qui, justement, travaillent à essayer de prendre les meilleures décisions possibles. Donc, je pense que aussi notre résilience collective, elle témoigne justement de la confiance qu'on a à ces gens-là qui ont été formés pour la plupart dans nos universités québécoises. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Ouais. Ben, je suis d'accord. Je pense que les décisions, moi, je leur fais 100% confiance de la part du gouvernement. Puis je pense que les décisions qu'ils prennent sont les bonnes. Je veux dire, je leur fais confiance. Mais mon point, c'était plus au niveau de est-ce que les gens vont catcher que c'est bon ce qu'il fait alors qu'on a on se documente toutes de façon différente.
puis on a toutes des expériences différentes. Fait qu'est-ce que les gens vont comprendre quand le gouvernement va dire, OK, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont au cégep et à l'université, ben vous pouvez retourner en présentiel. Est-ce que les gens vont vraiment se dire comme, OK, ben parfait, c'est ce qu'il faut, puis c'est ce qu'on attendait, ou bien les gens vont avoir peur, puis ils vont être comme, ben non, c'est beaucoup trop tôt. Puis je pense que c'est quand toutes ces mesures de déconfinement-là vont arriver que il va toujours forcément, malheureusement, en avoir qui vont être là pour chialer, puis j'ai hâte de voir ce que ça va faire pour la suite. Le défi, par exemple, qu'a ce gouvernement-là, c'est que, et le défi de tous les gouvernements du monde en ce moment, c'est on pose des gestes avec énormément de variables inconnues. Je prends juste l'exemple qu'il y a eu cette semaine ou la semaine passée avec l'immunité collective. En ce moment, la science, elle se met à jour avec les dernières recherches, les dernières données presque en temps réel qu'elle peut créer, générer, obtenir. Donc, il y a plusieurs gouvernements, puis dont l'OMS, qui ont commencé à regarder le concept d'immunité collective. Ça semble être prometteur. On en a parlé beaucoup. Et Lagacé a fait un excellent papier sur le sujet. On en a parlé même chez le gouvernement Legault. On allait justement évaluer la période, le crescendo d'un déconfinement en regardant et en misant sur l'idée de collectivement s'immuniser de plus en plus. Or, il semble, et l'OMS en a parlé, on a des données où chaque jour ça évolue. Apparemment, ça va être peut-être difficile, l'immunité collective. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y en aurait peut-être pas, puis peut-être qu'on peut repogner la maladie après l'avoir eue. Donc là, le gouvernement a changé rapidement son argumentaire. La chose étant que si on était à leur place, puis je vous laisserai juger, on pourra juger chacun ce gouvernement-là par la suite, mais si on est à sa place, qu'est-ce qu'on ferait de mieux, qu'est-ce qu'on ferait? On est devant beaucoup d'inconnus. Des gens disent « Ah, fais juste qu'est-ce qu'il faut, puis ouais, puis écoute les... » Non, puis c'est pas juste j'écoute-tu les conspirations ou si je veux juste écouter la science, c'est déjà à la base hyper compliqué. Il y a énormément d'inconnus. Il y a ces éléments-là qui changent de semaine en semaine. Puis pour en rajouter une couche, j'ai des problèmes de santé mentale dans la population qui vont se révéler. Donc, ils doivent composer avec ça. Il y a sûrement des pressions économiques en plus qui doivent se faire entendre très fortement sur ce gouvernement-là. Donc, c'est pas parfait. Moi, je trouve que c'est pas parfait, mais à leur place, je suis pas sûr que je ferais mieux de toute façon. Vous autres, feriez-vous mieux, vous autres? Bien sûr. Ben non, c'est pas vrai. Ben non, c'est ça, c'est très complexe. Il y a tellement plein de choses qui... C'est comme tout le monde vit ça comme pour la première fois en même temps. Fait qu'on se regarde comme tout, comme, OK, toi, qu'est-ce que t'as fait? Puis, OK, ben moi, j'ai fait ce que l'autre a fait, puis l'autre, ce qu'il a fait, ben c'est ce que toi, t'as fait. Fait qu'en tout cas, genre, c'est très bizarre, c'est très pas cool comme situation. Puis c'est pour ça qu'il faut aussi s'attendre. Moi, je vois gros des critiques comme quoi, genre, le coronavirus, mettons, c'est vraiment pas si pire comparativement à ce qu'on avait prévu selon les prévisions. Mais, OK, mais ça, c'est des prévisions qui ont été faites dans un scénario où on n'intervenait pas. On n'intervenait pas, puis il n'y avait pas de confinement. Fait que là, OK, fait que là, ils sont comme, OK, donc ben, on s'est confiné, là, on est dans un autre univers. Ouais. Là. C'est juste qu'on prend les statistiques, puis là, c'est comme si tout le monde s'amuse à jouer aux statisticiens puis aux mathématiciens, puis OK, oui. Ben, moi, j'ai la vérité, puis les autres l'ont pas, puis je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai raison, puis les autres ont tort. Tout le monde a il y a tellement, tu sais, on parle comme tout le temps de ça, il y a tellement de choses par rapport au coronavirus sur Internet, on se documente toutes de façon différente, on a toutes une opinion un peu différente par rapport à ça, puis c'est ce qui amène différentes asymétries d'informations, puis c'est ça, c'est juste spécial. Alizé, est-ce que, puis là je veux dire, tout le monde, on pense qu'on a raison, dis-nous la vérité Alizé, dis-nous qu'est-ce qu'il y en est. Alizé, est-ce qu'on doit réouvrir l'économie? Est-ce que c'est bien de commencer graduellement à réouvrir des industries? Est-ce qu'il faut écouter les gens qui demandent une réouverture de l'économie? Mais déjà, on savait que quand on allait justement aller vers un retour à la normale, ça allait pas se faire du jour au lendemain. Je veux dire, il fallait y aller progressivement de toute façon. Donc là, on est dans cette approche-là. Mais en fait, Dr Arruda l'a très bien expliqué aujourd'hui, encore une fois, puis même auparavant, c'est parce qu'ils savent que chaque jour où justement ils maintiennent, on va dire, l'économie fermée, bien, il y a des conséquences qui sont proportionnelles à des conséquences qui vont être aussi ailleurs dans d'autres secteurs. Puis, il a parlé notamment des problèmes de santé mentale qui pourraient arriver. Donc, voilà.
Passons, c'est moi l'animateur, c'est moi qui décide, on passe à un autre sujet, passons aux oppositions. Les oppositions à Québec s'en sont données à cœur joie parce que, si vous l'ignorez, la SNAT, l'Assemblée nationale, a reprise de plus belle virtuellement cette fois-ci, avec un succès assez mitigé, si on en croit les publications en ligne où les députés avaient de la misère, soit avec la technologie ou soit avec leur habillement. On promettait d'être en pyjama du côté de mon député. Je trouvais ça assez drôle. En gros, le gouvernement a présenté ses prévisions économiques pour les prochains mois, a mis un peu la table de l'annonce d'aujourd'hui. Et évidemment, les oppositions se sont dit, on dit que c'était trop optimiste, on posait beaucoup de questions là-dessus. Du côté de QS, on est revenu cette semaine quand même aussi sur une demande d'augmentation du salaire minimum à 15 $. Donc une vieille demande, mais on a trouvé que c'était le bon moment pour en parler sur ces plateformes. Et pour terminer, j'ai mis ça dans la section opposition parce que c'est une forme d'opposition, mais non officielle. Il y a quand même une centaine de joyeux lurons qui ont participé à une manifestation contre le confinement, là, mais lisez entre les lignes, un peu à l'américaine, où on semblait être proche des théories du complot pas mal chez cette centaine de personnes-là. Donc, Jérémy, si on revient un peu plus sur l'opposition traditionnelle, est-ce que tu as trouvé cette semaine que le ton avait changé? Est-ce que l'opposition a changé? Mais j'ai vraiment l'impression qu'au début de la crise, on était dans un vibe où tout le monde admirait le gouvernement, écoutait le gouvernement, puis comme tout le monde était gentil, pas d'opposition, pas de critique. Puis plus ça avance, plus la situation catastrophique ou vraiment anormale devient normale, parce que là, on s'habitue, puis comme le ton redescend à tous les jours, tranquillement, pas vite. Puis là, c'est comme si on redescend de nuage, puis là, on est comme, OK, ben, moi... Tu sais, mets-toi à la place de Québec solidaire ou du Parti québécois ou même du Parti libéral, genre, OK, ben là, tu sais, mon rôle, c'est de critiquer, puis moi, je veux des points, puis quand je vois mon principal adversaire, la Coalition Avenir Québec, être maître dans les sondages, puis moi, me faire ridiculiser dans les sondages, ben j'ai goût, ça change, tu sais, fait que genre, moi, je les comprends d'être à leur place. Moi, je veux dire, si j'étais à leur place, j'essayerais de gratter des points, tout en essayant de pas trop avoir l'air gratuit de points, parce que justement, on est quand même dans une situation de crise, mais j'essayerais, tu sais, je commencerais à arrêter de penser que, OK, mais c'est juste un gros dilemme, parce qu'il faut qu'ils trouvent une façon de gagner des points, ces partis-là, parce que la situation est critique au niveau politique pour eux, mais en même temps, genre, c'est pas le temps de trop vouloir s'accaparer du mérite ou de faire de la politique, fait que c'est vraiment une espèce de mélange difficile à gager pour certains, il y en a qui l'ont mieux que d'autres, puis c'est ça. Alizée? Mais moi, en toute transparence, j'ai pas regardé les débats qu'il y a eu dernièrement ou les séances à l'Assemblée nationale. Donc, c'est dur pour moi d'en parler de manière très précise. Mais par contre, je trouve ça un petit peu cynique ce que Jérémy a dit. Là, je pense pas que... Peut-être. En fait, pour avoir côtoyé des députés, pour avoir eu ce privilège-là, puis de tout parti, par ailleurs, je pense que la plupart ont vraiment à cœur le bien de tous les Québécois et de toutes les Québécoises. Puis, je pense que quand ils soulèvent des questions, c'est vraiment des questions qui viennent du cœur, puis ils ont vraiment des inquiétudes. Puis, oui, c'est vrai que parfois, ça peut prendre la forme de partisanerie, mais dans les dernières semaines, puis même probablement dans les dernières sorties que j'ai vues, c'est pas critiquer pour critiquer, là. C'est parce que ces gens-là, ils se disent, ben, dans le long terme, ça va être quoi les conséquences de ce qu'on prend aujourd'hui, là. Que ça soit d'ailleurs pour, par exemple, on l'a vu, là, la question climatique ou plus au niveau de la relance économique, là. Fait que tu défends un peu quand même, là, tu trouves que c'est justifié et c'est correct, qu'ils soient encore très critiques malgré la période de pandémie. Pour toi, c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Ben, c'est pas tant que c'est normal, c'est que c'est le rôle des oppositions, justement, d'avoir un rôle de chien de garde. Puis c'est pas parce qu'on est en pandémie que on doit justement baisser notre garde. Par exemple, on peut citer la Hongrie avec Viktor Orban dernièrement, qui justement a profité de ce contexte-là pour s'attribuer plus de pouvoir, là, je veux dire. Moi, au contraire, je pense que ça veut dire qu'on est dans une démocratie qui est saine. Fait qu'il y a un rôle pour ces oppositions-là, surtout dans une période... C'est un bon point, ça disait quand même, il y a un rôle pour ces oppositions-là pour s'assurer que la démocratie continue. Là où je vais faire du millage sur ce que tu dis, puis je vais aller ailleurs quand même, c'est quand même sur le ton. Effectivement, il ne faut pas que... Bon, là, je n'accuse vraiment pas le gouvernement de la CAQ d'avoir des plans de devenir un État totalitaire et d'avoir un petit côté Palpatine et d'avoir tous les pouvoirs
illimité de la galaxie, mais au niveau du ton chez les oppositions, donc il y a un rôle pour s'assurer qu'il y a un bon fonctionnement, qu'on amène peut-être des points améliorés par des critiques certainement, mais je me questionne quand même. Des fois, je trouve qu'on amène beaucoup de problèmes, qu'on pointe beaucoup du doigt et qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives à proposer. Ça, là-dessus, je trouve ça un petit peu difficile. En temps normal, déjà, j'ai de la misère quand il n'y a pas de pandémie. En période de pandémie, quand je trouve que c'est la priorité, ça m'agresse un peu plus. Puis je vais donner l'exemple de Québec solidaire qui fit en ce moment beaucoup plus avec mes valeurs que n'importe quel autre parti. J'ai bien de la misère à ce qu'on essaye en ce moment de revenir avec le salaire minimum à 15$, quand en ce moment, il y a des gens qui meurent dans les CHSLD. Je comprends. Oui, je comprends qu'on a, comme disait Alizée, ça vient du cœur, on a vraiment une bonne intention, puis c'est réel. Est-ce que c'est le moment pour avoir ce débat-là? Je me questionne sur leur réflexion stratégique là-dessus. Est-ce que je suis fou, Jay? Ben, moi, je le vois un peu de cette façon-là. C'est moi, genre, je suis le premier à dire que un des problèmes de la crise, c'est que, mettons, ceux dans les épiceries, ceux dans les pharmacies, c'est des personnes extrêmement essentielles en ce moment en temps de crise qui sont, selon moi, très peu payées. Puis ça, c'est un problème, selon moi. Fait que je suis d'accord avec le fait de plus les payer. Mais quand c'est rendu de le faire sous un ton de check, moi, je veux faire avancer mes idéaux politiques que j'ai toujours eu, mais comme je profite de la crise pour le faire, c'est peut-être même pas ça qu'ils veulent faire. T'sais, moi, je suis sûr que Québec solidaire, ils croient fondamentalement à ça, puis c'est bien correct, mais il y a une façon de le faire pour pas que ça paraisse comme si tu voulais profiter de la crise pour faire passer tes idéaux politiques que tu avais peut-être de la misère à faire passer dans le passé. Fait que c'est juste frustrant d'avoir ce feeling-là. C'est sûr que attends. Vas-y, Alizée. Mais attends, parce que la proposition à 15$ de l'heure là, de Québec solidaire, ça date de vraiment longtemps, peut-être même des années. Puis, en fait, peut-être que ce qu'ils sont en train de dire, c'est ben justement, si on avait augmenté le salaire minimum à 15$ de l'heure avant, ben ces gens-là seraient mieux payés maintenant. Et ils ont raison. C'est ça. Ils ont raison. Moi, je le vois comme ça. Je pense pas que c'est du marketing politique. C'est plutôt de dire, ben oui, ben ça fait des années qu'on vous dit que, en fait, c'est pas normal de vivre juste au seuil de pauvreté en travaillant à temps plein au Québec parce qu'on est au salaire minimum. C'est ça leur revendication à la base. Là. Donc, ils ont raison. Passons au gouvernement du Canada, du côté de ce cher pays. Trudeau a demandé, comme je disais tantôt, d'être prudent sur l'anticipation d'une immunité collective. Il y a eu un petit quiproquo aussi là, pendant genre 15-20 minutes. Là. Trudeau a semblé vouloir ramener les résidences pour aînés sous la juridiction fédérale. Ça a soulevé quelques questions qui a fait sourire le premier ministre à Québec, mais Trudeau s'est ravisé par la suite. Parenthèse, si vous voulez vous lancer là-dessus, messieurs, mesdames. Trudeau aussi, il veut miser sur la relance verte après la crise. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? On pourra en parler. Ottawa veut aussi rendre bientôt public les grands principes communs en vue du déconfinement au pays. Alors, il est mieux de le faire rapidement parce que Québec est, je pense, la première province à dévoiler son plan. Et du côté du Parlement, le Parlement a repris virtuellement sous une plateforme adaptée Zoom sécurisée. En parallèle à ça, le Bloc va faire une tournée virtuelle pour songer à l'après-COVID. Et du côté des conservateurs, cette semaine, on a accusé le gouvernement vraiment on l'a blâmé pour sa gestion dans la crise du COVID. Les 2 points que j'ai retenus dans les articles que j'ai lus, mauvaise protection des frontières et destruction de matériel de protection dans les dernières années, les derniers mois, qui maintenant nous font mal. Alors, Alizée, c'est quoi ta vision générale de Trudeau dans la vie, mais aussi dans cette crise? Oh, moi, j'étais déjà déçue avant, mais là, il me déçoit encore plus. Là. Je sais pas qui le conseille en cabinet. Non, en fait, j'ai jamais vu un politicien. Je suis jeune, là, tu sais, je sais pas, ça fait pas... non, mais... dans le sens que... non, mais en fait, il y a tellement de cassettes. En fait, il répète tout le temps la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui le coach dans son cabinet puis qui lui dit... OK, Trudeau, c'est quelqu'un qui parle de tel sujet. C'est quelqu'un qui parle de masques.
réponds ces 3 phrases-là. S'il y a quelqu'un qui te parle du revenu universel, réponds ces 3 phrases-là. En fait, c'est juste ça qu'on a des points de presse depuis le début. Puis justement, ça aurait été une bonne opportunité pour lui de montrer justement un côté plus, plus rassurant, qu'on peut lui attribuer un côté un petit peu plus charismatique, justement quelqu'un qui est un père de famille, qui est proche des gens, puis là il est passé complètement à côté là. En fait ça aurait été une bonne opportunité pour lui de remonter, je pense, sa cote politique, mais là clairement les cassettes ça marche pas là. Tu penses-tu qu'il essaie de se positionner en homme d'État dans la crise historique? Ah non, pas du tout. En tout cas, c'est ça son but, ça marche pas. En fait, je me demande c'était quoi la ligne directrice des communications, parce que généralement dans une situation comme ça, il y a des messages clés qu'on identifie. Est-ce qu'on veut rassurer la population? Est-ce qu'on veut que les gens comprennent l'importance de suivre les directives publiques? Puis en fait, en regardant ces points de presse, moi en tout cas, je suis toujours laissée sur ma faim. Puis j'essaye d'imaginer que c'était quoi le message qui devait passer aujourd'hui. Puis à part toutes les nouvelles annonces de dire on a créé un nouveau programme pour ci, on a créé un nouveau programme pour ça, il y avait pas grand-chose dans ces points de presse là à retirer, selon Intéressant moi. Que tu vois ça comme ça, puis tu as une expérience là-dedans, fait que ça en dit beaucoup sur ses points de presse à lui, là. Jay? Ouais, ben comme elle a dit, s'il essaie de faire d'être un homme d'État, pour moi, je trouve pas non plus que c'est réussi. Je vois vraiment pas sa gestion de crise comme celle de François Legault. En même temps, c'est difficile, puis c'est pas normal comme situation, c'est vraiment exceptionnel, mais comme point de référence, nous autres, on a le gouvernement du Québec, puis pas relativement au gouvernement du Québec, je trouve vraiment pas que le gouvernement de Justin Trudeau est aussi exceptionnel, aussi extraordinaire. Mettons comme ça. Mais quand t'es premier ministre d'un pays ou président, t'es obligé d'être un peu exceptionnel jusqu'à un certain point. Donc, c'est qu'on est laissé sur notre faim. Mais c'est ça. Moi, je trouve pas qu'il l'est. Moi, je suis content, je suis plus satisfait, je regarde François Legault aller, puis je me dis, OK, ben, genre, mettons, ça rajoute à ma petite, je suis fier d'être québécois, puis François Legault, il contribue à une certaine partie de ça, parce que j'ai l'impression qu'on fait bien collectivement au Québec. Mais c'est pas ça que je ressens quand je regarde qu'est-ce qui se passe au Canada, ou l'impression que Justin Trudeau me donne. Mettons, tu veux mon opinion par rapport à ça, là. J'ai pas l'impression que Justin Trudeau, mettons, il est ici vraiment comme en tant que chef d'État, puis il met son pied à terre, puis il console la famille, puis il est comme, OK, là, ça va se passer comme ça, puis on va faire ça, puis on va y arriver. J'ai vraiment pas l'impression qu'il me donne pas la même impression que François Legault me donne, mettons. Mais pour vrai, moi, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il a l'air un peu terrorisé par les journalistes. Il a pas l'air, comment dire, ça s'exprime peut-être pas sur son visage, mais moi, j'ai l'impression de voir comme une espèce d'appréhension. Puis c'est peut-être pour ça qu'il tient autant à ne pas déroger de ses lignes. Parce qu'il appréhende justement des questions qu'il pourrait y avoir après, ou de se faire taper sur les doigts s'il dit quelque chose qu'il doit pas dire, là. Puis Justin Trudeau aussi a un historique de faux pas. Puis je pense que malheureusement, c'est comme ça le suit un peu. Puis je pense qu'il le sait très bien. Puis c'est pour ça qu'il n'ose pas montrer un autre côté, là. Sa femme aussi. Excuse, mais c'est parce que je voulais juste dire, sa femme aussi, elle a un historique de faux pas. Mais c'est tout ce que je veux dire. Et de fausses notes. Ouais. C'est juste ça, je veux dire. Alizée, tu penses-tu, dans le fond, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, on revient à l'idée de contrôle. On veut peut-être tellement contrôler qu'on aseptise le point de presse. Puis définitivement. C'est difficile. Ouais. Ben oui, c'est ça, parce que moins t'en dis, en fait, moins après on peut te comment dire, t'accuser sur des choses que t'as dit, en fait. C'est une stratégie aussi, là, mais là, c'est pas payant, pantoute. Conservateur, Alizée, est-ce que tu... en chefferie en plus, ça va être difficile avec la COVID. Est-ce que les conservateurs se placent pour devenir une opposition à un gouvernement en attente après un Trudeau faible comme ça? Minoritaire en plus? Dans le fond, est-ce que les conservateurs sont en train pourraient gagner du capital politique avec la faiblesse de Justin Trudeau en ce moment? Non, c'est une bonne question, on va dire que ça. Je pense pas, parce que... Non? En fait, ils sont juste pas bons. Ils sont juste pas bons. Genre cette semaine là, qui blâme le gouvernement là, pour la crise de la COVID. Puis il y a sûrement des affaires de vrai là-dedans. Là. Je n'ai pas checké, j'ai pas vérifié. Là, j'ai pas double vérifié comme
un gars qui check les complots à Radio-Canada, là, mais destruction de matériel de protection, là, on a accusé le gouvernement de faire ça. C'est probablement avec la machine a sûrement dit à un moment donné, quand on n'a plus besoin, on sac ça au vidange. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est bon pour le bien public aussi de blâmer le gouvernement, d'aller attaquer le gouvernement là-dessus pendant la crise? Mais c'est ça, il y a une différence en me dire comment ça se fait qu'on n'est pas autonome pour notre matériel médical dans un pays développé comme le Canada, versus dire apparemment on a dû jeter des cotons-tiges, je sais plus qu'est-ce que c'était là, des cotons-tiges parce que ils étaient contaminés. Tu sais, c'est effectivement, moi aussi je pense que c'est pas le temps, mais aussi il faut se rappeler qu'Andrew Scheer il a perdu les élections, hein, il est encore là. C'est vrai. Oui, hein, c'est ça, on a oublié, hein, mais normalement, normalement, il devrait avoir un nouveau chef, puis s'il a perdu les élections, sûrement pour une raison, là, c'est peut-être pas quelqu'un bonus, ce gars-là. Oui, mais c'est ça, voilà, je sais pas pourquoi. Ben, je peux imaginer stratégiquement, pour le Parti conservateur, pourquoi ça a leur avantage de montrer qu'ils sont unis derrière leur chef, mais ça aurait été mieux qu'ils aient un autre chef, je pense. Parlant d'un autre pays qui veut peut-être essayer d'avoir un autre chef, les États-Unis, donc allons-y, terminons avec nos amis à la frontière du Sud. Trump a eu la merveilleuse idée de nous suggérer de peut-être, on va l'étudier, hein, je pense qu'on va regarder, il regarde à sa droite, oui, il y a des gens qui vont l'inspecter, oui, ils vont étudier ça, parfait. Alors, on va inspecter si on peut injecter des désinfectants pour vaincre la COVID-19. Pour se nettoyer les poumons. Quelle belle idée. On met un homme là-dessus. Excellent, on met un homme là-dessus. C'est merveilleux. J'ai essayé, François. Quand j'ai vu ça... T'es encore là? T'es vivant? Ouais, quand j'ai vu Trump dire ça, moi, je me disais, moi, je veux pas l'attraper. Fait que moi, je me garoche à l'épicerie, je m'en vais d'en ranger 3. J'achète une couple de bouteilles de Purell. J'arrive chez nous. Là, je cherche, j'avais pas de seringue. Fait que là, j'appelle mon oncle. Je dis, hey, t'aurais-tu des... Non, c'est pas vrai. Là, ton oncle est comme, ouais, OK. Non, mais genre, c'est-tu stupide, ça, c'est cave. J'ai tellement pas compris pourquoi il fait ça, là. Puis là, tu vois les compagnies Lysol puis de Purell s'empresser à dire non, faites pas ça, c'est vraiment dangereux. À quel point il est pas là, Donald Trump, à quel point ça marche pas, là. Mais avez-vous vu... Oui, ben allez-y. Avez-vous vu l'extrait vidéo où justement il y a une journaliste, je me souviens plus de quel média le questionne et lui dit... Monsieur Trump, vous avez dit ça hier, puis Monsieur Trump répond mais en fait j'étais sarcastique, c'était pour voir si des journalistes comme vous allaient pouvoir détecter mon sarcasme. Puis là, la journaliste a dit mais c'est parce que vous parliez à votre équipe juste à côté, parce que vous étiez sarcastique avec eux aussi. Et puis c'est vraiment perturbant de le voir comme ça. C'est surtout quand on voit l'extrait de la conférence de presse, justement, où il lance ça, c'est impossible que c'était du sarcasme. Le pire où tu vois vraiment qu'il est mythomane, c'est dans le bureau ovale, donc où il argumentait que les médias, justement, qu'il était juste sarcastique. À un moment donné, il s'est pogné qu'un journaliste, êtes-vous surpris? Puis il dit au journaliste, regarde, tu savais que j'étais sarcastique, t'étais là, puis je t'ai même regardé. Et le journaliste de répondre, mais monsieur le président, j'étais pas là hier. Oups! Et c'est peut-être pour cette raison que la Maison-Blanche a annulé son point de presse. D'ailleurs, Trump s'est emporté sur Twitter, a préféré maintenant passer par d'autres médiums, trouve que c'est une perte de temps d'aller faire des points de presse si les médias l'attaquent constamment. Je vous laisserai argumenter là-dessus. Sinon, pour finir du côté des nouvelles, tout le monde a un peu appuyé Biden dans les dernières semaines du côté démocrate, mais on essaie de faire des choses productives. Pelosi a dit qu'il est aidez-moi, c'est en français... C'est la présidente de la Chambre des représentants, de son titre. Donc, c'est la présidente, c'est la 3e en ligne à la succession. Donc, Pelosi, qui est la plus importante démocrate en fonction, dit que les démocrates vont faire pression pour voter maintenant par courrier, par voie de courrier. Et on voudrait faire ça dans le prochain stimulus qu'on va faire passer au Congrès. Et petite affaire technique du détail du pouvoir, là, on est en train de s'ostiner entre les camps Biden et Trump parce que le camp Biden accuse maintenant Trump de peut-être vouloir retarder une transition au pouvoir s'il perd. Donc, petit élément technique, là, la loi fédérale stipule que dès bientôt, on doit lancer ces équipes de transition en cas de victoire en novembre prochain. Donc là, déjà, on spinait dans le camp démocrate qu'il pourrait avoir un problème démocratique si Trump perd. Donc, c'est pas jour du côté des États-Unis. Jay, je veux te lancer quand même sur la campagne, la course démocrate. Est-ce qu'avec le départ de Sanders, tu as maintenu quand même ton intérêt dans la course démocrate?
Ben, moi, c'est ça. C'est exactement mon intérêt pour la course présidentielle a comme tout chuté à partir du moment où j'ai su que Sanders était plus là. Je connais pas tant Joe Biden. Il y a probablement des choses que je suis pas d'accord avec sa vision, mais je souhaite tout de même qu'il prenne la place de Donald Trump. Je pense que c'est l'an prochain, en novembre prochain. Moi, je le souhaite de tout cœur que ce gars-là soit plus au pouvoir des États-Unis. C'est vraiment... En tout cas, moi, je suis toujours sans mots à chaque fois que je vois ces affaires. Ouais. J'aurais vraiment... Moi, à chaque fois, je regrette de ne pas avoir commencé à les prendre en note pour m'avoir fait une grosse liste de choses hallucinantes qu'il a fait ou qu'il a dit. Puis c'est ça. Fait que, mais j'aurais vraiment aimé ça que Bernie Sanders soit cet adversaire-là pour vraiment qu'il y ait ce gros clash-là entre Donald Trump et Sanders. Maintenant, c'est plus ça. Fait que c'est sûr, mon intérêt a diminué, mais au final, j'espère vraiment que Biden rentre. Exactement. Alizé, c'est quoi ta vision sur la course et aurais-tu aimé ça que Sanders soit le candidat, le nominé démocrate? Ah oui, j'aurais vraiment aimé ça. Bon, un autre gauchiste. Bon. Mais, Un autre socialiste. mais en fait, il y avait des candidats vraiment de qualité dans leur course. Puis aux États-Unis, il y a un terme, je pense que c'est électabilité, sont traduits. Puis c'est ça, c'est en fait... la question s'est posée dès le début de la course, c'était est-ce qu'on va choisir un candidat qui justement réussit à attirer le plus de nouveaux membres, le plus de dons, ou est-ce qu'on va choisir un candidat qui est le plus susceptible de battre Donald Trump? Puis c'est ça, on voyait dans les sondages que les femmes étaient aussi désavantagées par rapport à Donald Trump, par rapport à si on présentait, mettons, un Joe Biden. Il y a plein de choses qui sont rentrées en compte. Mais c'est ça, moi, personnellement, j'aimais beaucoup Andrew Yang aussi. Je le trouvais vraiment brillant. Yes, excellent. Vraiment super progressiste. Puis c'est ça. Mais c'est sûr que j'aurais mis Bernie Sanders parce que, en fait, je pense que, tu sais, ça, il propose vraiment de changer la société, de prendre qu'est-ce qu'il y a bon dans la société actuelle, puis de changer qu'est-ce qu'il y a de mauvais, dans le fond. Puis j'aimais cette idée-là. Et voilà. Je trouve vraiment que tu as mis le doigt sur la variable qui a déterminé l'arrivée de Joe Biden chez les démocrates. Là. Ça a vraiment été le facteur, la question, le bullet question chez les gens qui ont participé aux primaires. Puis je trouve ça un peu déprimant parce que je sais qu'on est les engagés publics, puis il faut amener à l'engagement, qu'il faut amener quelque chose de positif. Puis on va essayer de le faire à la fin, mais soyons cyniques 5 secondes. C'est un peu triste de voir le parti qui est, pour moi, un peu déconnecté. Ils ont priorisé l'électabilité quand tu as Trump au pouvoir, puis me questionne sur le concept même quand tu as une star qui a fait plein d'affaires répréhensibles, qui est maintenant président. Ouais. Donc, le concept d'électabilité est un peu caduc. Puis, en plus, c'est-tu vraiment ça qui, avant, pré-COVID, là, c'était-tu vraiment ça qui était prioritaire? Comme l'a dit Alizé, on voulait-tu plus changer la société, répondre aux besoins des gens, aider le monde normal, ou s'assurer de gagner? Puis je sais qu'il fallait s'assurer de gagner ultimement, là, froidement, là, mais est-ce que ça va convaincre des électeurs? J'ai l'impression qu'on s'est un peu tiré dans le pied puis qu'on va avoir des problèmes de vote à la fin de ça. Les deux États qui sont super importants ce que je comprends de l'échiquier en ce moment, ça va être la Floride et le Midwest avec encore le maudit Michigan. Faut avoir des candidats qui amènent du volume de vote. Puis c'est pas Biden qui va mobiliser des troupes à l'urne, surtout si les républicains forcent les gens à les voter, ou si c'est au moins par la malle, ça risque d'être un peu plus facile, mais ça faut que les gens votent en masse. Les républicains ont un meilleur contrôle du système démocratique américain, puis ça va les aider. Ils ont pas... En tout cas, je trouve ça bien, bien malheureux. Jay? Exactement. Le fait qu'on repose comme sur un critère d'électabilité, c'est un peu comme statistiquement se mettre les chances le plus possible de notre bord, alors que on essaie de battre quelqu'un qui correspond même pas à ça, l'électabilité. C'est comme du gros n'importe quoi, puis bam, il est rentré juste parce que ça sonne bien Trump en anglais, puis ce gars-là, ben il a fait des beaux monuments à New York. Fait que, tu sais, c'est juste... moi, je comprendrais jamais les Américains. Oui, je les comprends. Non, c'est ça. Je les comprends pas, les Américains. Alizé, j'ai une autre question tough pour toi. Ah, tu veux-tu y aller? Vas-y fort. Moi, je veux dire que aujourd'hui, ce 28 avril 2020, je peux vous dire, on the record, que si Donald Trump est réélu pour un autre 4 ans, je serai la dernière surprise. Oui, je suis tellement d'accord avec toi. Il a
il y a une grande chance qu'il soit réélu. Ouais. Ben oui. C'est vrai que, ouais. Mais même si moi, je le souhaite de tout cœur que ça arrive pas, mais mettons de façon rationnelle, je me dis, est-ce qu'il y a des chances qu'il arrive ou pas? Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que Trump soit réélu que le contraire. Mais c'est vraiment pas ce que je souhaite. Fait que j'ai ma question tough pour toi, Alizé. Oui. Je voulais profiter de ta présence et d'une question que Jay et moi, on ne peut pas vraiment discuter, puis je veux qu'on ait ton point de vue là-dessus. Moi, j'ai un peu de misère à... Tu sais, il y a beaucoup d'allégations d'agression sexuelle envers Biden. Envers Trump, ça n'a pas l'air... En tout cas, ça va être le méga combat des personnes aînées avec des allégations d'agression de part et d'autre. Mais chez les démocrates, généralement, chez les personnes un peu plus progressistes, c'est plus difficile, en tout cas, moralement, éthiquement, d'appuyer quelqu'un comme ça. Est-ce que tu serais à l'aise quand même d'appuyer Biden dans ce contexte-là, si c'est comme la seule personne qui pourrait battre Trump? Je pense que vous pouvez avoir un avis là-dessus, même si vous êtes des hommes. Ben moi, j'en ai un. Mais en fait, honnêtement, c'est ça. En fait, c'est fou qu'est-ce qu'on est prêt à mettre de côté quand on veut quelque chose. Donc, je pense que c'est ça. Comment dire? Puis tu sais, s'il y a des allégations, ça veut pas dire qu'elles sont fondées. Mais non c'est plus, ça, là. c'est ça que j'allais dire aussi. Mais d'un autre côté, Donald Trump aussi, il me semble que ce sont seulement des allégations. Oui, pour le moment. Sauf ouais. peut-être les contrats qu'il a signés Exact. avec... Les chèques. Avec les quoi? Ah, je veux dire, il y a des chèques qui donnent, Ah oui, qui auraient voilà. donné pour... C'est ça. avoir Mais des ça aussi, sous. je sais pas si c'est allégué ou prouvé. Tu sais, des deux côtés, hein, je pense que c'est allégué. En fait, la grosse différence entre Joe Biden et Donald Trump, c'est que Joe Biden a eu le réflexe, dès le début des scandales, il a sûrement été très, très bien conseillé là-dessus, c'est d'être vraiment cash, puis en fait d'être très transparent et de dire, oui, c'est vrai, je suis extrêmement touchy, comme on dit en anglais. Donc ça, je pense que ça a clairement joué en sa faveur. Puis déjà, c'est comme, je pense, j'ai l'impression que ça classe dans une autre catégorie de personnes dans la tête des gens, en fait. Ouais. Jay, t'avais une opinion? Ça a Ouais, l'air? ben dans le sens, moi, j'étais même pas au courant de ça. Ouais, ça a l'air, j'avais une opinion. Moi, j'étais pas au courant de ça, puis tu vois, juste là, l'image que j'ai de lui, maintenant que tu dis ça, change dans ma tête, puis même si j'étais au courant, justement, que Donald Trump, il y a toujours eu des allégations par rapport à lui, là, de savoir que t'as le choix entre deux personnes, que même si on n'a pas on sait pas à 100% si ça s'est avéré vrai ou pas, mais dans cet enjeu-là, des agressions sexuelles, c'est toujours pareil, c'est toujours on n'a jamais la certitude, mais on sait jamais, puis là tu sais pas quel camp prendre, puis en tout cas avec tout ce qu'on connaît, genre c'est juste pas cool d'avoir choisi entre ça. Je sais pas si c'est un dilemme à se poser parce que c'est juste pas sain, c'est juste pas cool, puis ça reflète d'autres problèmes majeurs de la société américaine ou occidentale. De genre à quel point c'est banal, puis à quel point c'est caché, puis à quel point on a du travail comme société à faire sur ce dossier-là, puis que ça arrive trop souvent, puis c'est pas normal que ça arrive trop souvent, puis c'est pas normal qu'on entende genre tu sais moi juste le confinement là, quand on entendait dire comme quoi il allait avoir plus de violence conjugale à la maison à cause du confinement, moi sur le coup j'ai même pas catché, je comprenais pas ça. Violence avec les enfants aussi, il y a des enfants qui ont des Moi, problèmes. je pouvais pas comme comprendre, tu sais, juste de par le fait que, mettons, j'en vis pas ou je suis un gars, ça m'aide d'une classe sociale où j'ai pas eu dans ma vie, mettons, à réfléchir par rapport à ça. Contrairement peut-être à d'autres filles. Puis ça, c'est contre mon gré, mettons, ou même d'autres gars, je veux dire, comme n'importe qui. Moi, ça m'a comme surpris de savoir que de par le confinement, automatiquement, il y en a qui vont faire face à davantage de violence conjugale de par leur situation. Puis ça, c'est plate. Puis ça, moi, j'étais comme, ben, pourquoi tu cherches pas à régler ça? Puis pourquoi toi, t'essayes pas de s'en sortir? Toi, femme, mettons, qui essaie pas de s'en sortir, mais c'est que le problème est plus large que ça. C'est pas comme, c'est que si ça a lieu, c'est parce que, puis que ça continue d'être, c'est parce que le problème est plus large que, c'est pas juste comme, ok, il faudrait que je m'en sorte, puis je vais régler ça de moi-même. C'est beaucoup plus large que ça. Fait qu'il y a un gros du travail à faire comme société à faire. Puis comme société, je veux dire, puis autant aux États-Unis que même ici au Québec, puis c'est très délicat, c'est très touché, puis c'est pas cool comme sujet. Puis, si je veux revenir sur les États-Unis, moi, ce qui me décourage encore plus, puis je vais essayer de finir sur une note positive, c'est que Biden, c'est un candidat un peu plus difficile
à vendre. C'est moins inspirant que Clinton, à la limite. C'est Clinton, il y avait toute la théorie du complot, que c'est une reptilienne, puis que c'est une femme du diable, puis c'était les conspirations qu'il y avait contre elle étaient folles, mongoles, c'était n'importe quoi. Ce qui est tough avec Biden, il y a toujours un petit fond de vérité. Tu sais, Biden, on la regarde à CNN, il y a des fois où, puis peut-être que c'est très bénin, qu'il n'y a pas un problème physique, mais il y a des fois où il semble juste perdre la carte. Ça l'aide pas, il n'est pas capable de finir ses phrases. Mais ça, j'ai lu deux choses là-dessus. Vas-y fort. C'est qu'il y a des gens qui disent qu'il y a eu un accident apparemment, puis que ça l'a affecté, mais que en rien ça a réduit ses capacités cognitives. Puis il y en a d'autres qui disent, parce que, tu sais, il rentre pas mal dans la tranche d'âge pour les débuts de démence, Alzheimer et autres. Donc on sait pas, c'est vraiment perturbant. Mais affrontons-le, disons-le, si c'est juste bénin comme ça d'abord. Parce que mon point, c'était plus en général que, tu sais, il y a ça. Il y a quoi d'autre? Il y a j'en reviendrai, je mettrai les allégations là-dedans. Tu sais, il y a comme un petit comportement, puis je vais le dire, je dis ça, mais je le dis pour les auditeurs de la façon la plus cute possible. Il y a un petit côté Roger Bontemps, mon oncle, où, tu sais, je vais vous donner l'image à un moment donné où sa femme a comme pointé vers les airs, a comme ouvert les bras, puis il a essayé de mordre le doigt de sa femme vraiment comme... On sait pas trop pourquoi. Puis si vous savez pas de quoi je parle, googlez Biden bites finger. Vous allez voir c'est quoi. C'est assez weird. Ah ouais. Il y a comme eu une espèce de bulle au cerveau. C'est ça qui me dérange avec Biden. C'est que je comprends qu'il a le capital politique. Je comprends qu'il a cette électibilité. Mais au final, on avait quelqu'un qui était peut-être un peu trop à gauche pour l'établissement démocrate. Puis on a fait un choix stratégique. J'espère que ça va pas... on va pas, encore une fois, comme ferait Biden, s'en mordre les doigts en novembre prochain. On a échoué peut-être du côté des démocrates, des activistes, à pousser la machine pour aller ailleurs. On a clairement, les électeurs démocrates, le monde a parlé. Il y a des gens, il y a des jambes, puis il y a des bras qui se sont déplacés avant la COVID pour aller voter pour Biden. Il y a des gens en masse, puis assez clairement, qui ont fait ce choix-là. Fait que la population a parlé. C'est pas l'élite qui a choisi Biden. Tu sais, à un moment donné, je comprends qu'il y a eu un rassemblement de l'élite, certes, mais il y a vraiment beaucoup de masse de gens qui ont choisi Biden comme spontanément. Ça sera très intéressant pour les politologues en passant d'étudier ça. Mais c'est un choix de la population quand même, des électeurs démocrates. Là. Mais c'est parce que les prochaines élections, ça sera pas... les gens voteront pas pour Biden s'ils votent démocrate. Ils voteront contre Donald Trump, là, je pense. Ouais. Mon problème, c'est juste que à cette heure, quand tu regardes les démographies et les Electoral College, il faut vraiment que tu aies une masse de population dans des États très, très ciblés. Et pour ça, puis quand tu le vois avec Romney, Obama, McCain, Trump, Clinton, les dernières tendances, c'est qu'il faut que tu ailles vraiment un mouvement de masse à l'urne. Fait que Trump est vraiment ici le candidat avantagé pour générer un mouvement de masse à l'urne au jour du vote. Biden pourrait avoir la sympathie dans les sondages. Est-ce qu'il va avoir assez de votes? Je pense pas. Ouais. Sur cette belle note, aviez-vous d'autres choses là-dessus? Non, mais attends, tantôt je voulais parler de quelque chose de vraiment important par rapport au climat, puis Justin Trudeau et puis tout. Avez-vous remarqué que Jason Kenney il est vraiment silencieux dans les dernières semaines? Ah, on n'en entend pas parler. Parce Pourquoi, que... tu penses? Mais c'est ça. Je me suis posé la question. Normalement, moi, ce que j'aurais attendu de la part de Jason Kenney, c'est quelqu'un qui monte aux barricades pour dire « Regardez comment notre premier ministre libéral laisse tomber les familles albertaines qui vivent du pétrole, etc. » Mais il n'a pas fait ça. Puis, mon hypothèse, c'est que ça ferait juste encore plus planter le clou dans le cercueil de l'industrie pétrolière. Parce que, en gros, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que s'il y a une petite perturbation économique, le pétrole n'est pas viable. C'est qu'on le vend à un prix juste au-dessus des marges. Donc, en fait, tu sais, c'est ça. Est-ce que le pétrole apporte autant de bénéfices par rapport à ce qu'il apporte comme pollution? Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est ça, c'est que Justin Trudeau, il s'est pas vraiment prononcé là-dessus, mais en gros, c'est que là, il va devoir prendre des décisions dans les prochaines semaines, prochains mois, pour justement pouvoir aider ces... Mais c'est ça, c'est super intéressant, pour pouvoir justement aider ou pas ces industries-là.
On a entendu pendant les dernières semaines que le chantier de Trans Mountain, je pense, n'était pas encore arrêté ou qu'il allait reprendre en plein milieu de la pandémie. Exact. Je me souviens plus exactement. Ouais. Mais c'est ça, c'est que là, il va devoir dire, bon, est-ce qu'on finance encore ces compagnies pétrolières-là assez pour les ramener au niveau où est-ce qu'elles étaient s'il n'y avait pas eu de pandémie, ou est-ce qu'on leur en donne juste assez, puis ben si elles sont pas capables d'être rentables avec ça, ben là, c'est comme plus notre problème. Donc, voilà. Parce que là, Trudeau, il dit qu'il veut miser sur une relance verte. Là. Je sais pas, Jay, si tu as une opinion là-dessus, mais moi, faut bien qu'il maintienne, Jay, l'unité du Canada avec l'Alberta. Il n'y a pas le choix. Non, mais attends, quand Trudeau qui parle de transition verte, là, il nous le fait en 2015, là, on y a cru, il a réussi de le faire. C'est pas la première fois. Ouais, non, c'est ça, c'est... Je pense Moi, qu'on j'y vient crois de trigger plus. Alizé, là. J'y crois Vas-y, plus. Alizé. Non, mais j'y crois plus. Voilà, Ouais. je sais pas quoi dire d'autre. J'ai une petite lueur d'espoir. Je suis comme, OK, Guilbeault, il est comme arrivé peut-être au bon moment. Peut-être qu'il va avoir, je sais pas moi, un poids de plus qu'il n'y a pas eu avant, qu'il n'y avait pas avant au Parti libéral. Mais moi, j'espère vraiment que les investissements pour sauver l'économie, il va y avoir beaucoup d'interventions gouvernementales financières. J'espère que ça va se faire dans des secteurs d'énergie renouvelable, verte, des énergies propres, puis que justement, ce ne sera pas dans le pétrole sale de l'Alberta. Mais c'est ça. Mais pour vrai, j'ai pas tant espoir que ça se fasse. Je sais pas si par rapport à ce qu'Alizé a dit aussi, l'Alberta, on l'entend pas parler. C'est peut-être parce que pendant que nous autres, on parle de plan vert du fédéral de relance économique, peut-être que les autres, on the side, sont en train de négocier des investissements pour sauver l'industrie pétrolière. Puis ce serait pas la première fois. C'est aussi beaucoup d'emplois puis de familles qui dépendent de ça en Alberta. Si tu les aides pas, je pense que c'est de quoi comme... autour de 25% de la population albertaine qui dépendent de ces emplois-là. C'est énormément de chômage qui, même après crise, serait permanent, serait là. Fait que, c'est juste l'économie albertaine est tellement mal diversifiée que tôt ou tard, ça va finir par péter. Puis c'est toujours des kits to double, puis des kits to double, puis de OK, ben on met de l'argent, puis c'est quand même l'argent de tous les Canadiens et Canadiennes. C'est le mettre sur le respirateur artificiel. Ouais, c'est ça, parce que tôt ou tard, ça va péter. Puis c'est tous nous autres qui payent ça, puis c'est frustrant. Ben oui, exactement. Puis, c'est ça, c'est juste... Puis en plus, puis genre, je veux dire, tant mieux si Trudeau, il veut aller vers une voie plus verte, puis de façon individuelle ou égoïste, ben moi, je pense que ça va bénéficier davantage au Québec. Je pense qu'au Québec, on a davantage la possibilité ou, je sais pas, la place, peut-être les ressources pour investir dans les énergies propres. Peut-être que ça va bénéficier au Québec à ce niveau-là, au niveau des investissements, chose qu'on a moins connue dans les dernières années, à chaque fois quand c'était des sauvetages d'industrie automobile ou pétrolière. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis je pense que Trudeau, politiquement, ce serait même un bon move qu'il fasse ça pour lui. Mais je sais pas s'il va avoir le courage de le faire. Puis ce serait vraiment un gros turnover de faire ça. Quand tu as toujours comme aidé l'industrie pétrolière, les gouvernements précédents l'ont toujours aidé. Puis là, bam, tu te virais de bord. Moi, je serais vraiment content qu'il fasse ça. Puis je serais le premier à le dire, puis le premier à en faire mention. Mais j'ai vraiment hâte de voir s'il va le faire. Mais d'après ce que j'ai compris, le comité qui a mis justement avec Wilkinson, McKenna et Guilbeault, c'est plus un comité pour réfléchir à la réduction des émissions de carbone, pas par la production d'énergie pétrolière, plutôt par exemple pour la chaîne d'approvisionnement, parce qu'on sait que la chaîne d'approvisionnement, plus les circuits sont courts, plus justement ça permet de réduire nos émissions de GES. Donc je pense que c'est plutôt sur ça qu'ils vont plancher, plutôt que, mettons, faire des transferts différents en environnement ou... Fait que si c'est ça, on gaspille de la salive. Ça veut dire qu'ils ont encore dans la tête de sauver l'industrie pétrolière. Mais c'est vraiment plus complexe que ça. Attends, parce que, OK, là, je vais aller off the record. T'as du temps, Alizé, hein? C'est un balado, tu peux prendre le temps que tu veux. Non, mais c'est parce que là, j'aimerais juste que ça soit, par contre, off the record, parce que là, je m'avance, puis je suis pas sûre de ce que je dis à 100%, mais je suis sûre, mettons, à 80%. Ça va arriver plein de fois dans le balado, ça. Non. OK. Qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que, normalement, en Alberta, puis probablement ailleurs au Canada, une compagnie pétrolière, pour avoir un permis, elle doit s'engager à dépolluer son site, à le décontaminer quand elle a fini l'exploitation du pétrole. Mais quand une compagnie
Oui, mais c'est ça coûte extrêmement cher. Puis surtout, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand la durée de vie de la raffinerie ou, je sais pas comment on appelle ça, du site d'extraction est terminée, ben en fait, il n'y a plus de rentrée d'argent. Donc, ça veut dire que les compagnies sont forcées de mettre de l'argent de côté pour le faire. Mais mettons qu'une compagnie pétrolière, mais c'est ça, elle fait faillite. Ça, donc là, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est le gouvernement qui est pogné à tout payer pour des comptes. Ben oui. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que même juste pour une raison strictement environnementale, le gouvernement, il n'y a pas avantage à ce qu'on ferme toutes les pétrolières du jour au lendemain parce que sinon, ça va être littéralement une facture de probablement des milliards de dollars que ça va coûter en décontamination. Ça coûte super cher, vraiment. Mais c'est ça, c'est que tu repousses le problème en quelque sorte parce que tu l'aides pour pas que ça arrive, mais ça sous-entend que tu as espoir que les compagnies vont mettre de l'argent pour décontaminer. Alors que décontaminer un sol, c'est pour une entreprise, ça rapporte aucun argent, de ce que je comprends. C'est comme une promesse de OK, on va faire du cash, puis quand il n'y aura plus de cash à faire ici, ben tu veux qu'on décontamine, ben OK, ça va être le dernier des soucis de la compagnie pétrolière. Elle va préférer prendre son argent, l'investir, puis générer d'autres revenus, la faire fructifier cet argent-là. Pas la gaspiller. Non, mais à leur sens, ce serait la gaspiller en... Non, mais en fait, c'est pire que ça. C'est même pas, on prend l'argent puis on le met ailleurs. C'est qu'elles font exprès de faire faillite. Tu comprends? Ouais, ça, c'est pire. Ben oui, c'est ça. C'est comme pour, mettons, Sears qui ferme puis qui... Tant pis pour les fonds de retraite des employés, c'est le même principe un peu, là. Ouais. Ben en fait, je suis pas avocate, là, mais c'est ça. Quand tu fais faillite, puis tes créanciers, c'est ça, ils sont les derniers payés. Exactement. Mais c'est ça qui est frustrant. C'est pour ça que même, tu sais, d'un point de vue environnemental, on s'entend, c'est vraiment de la grosse merde. Mais même d'un point de vue économique, c'est que le gouvernement est tellement rendu impliqué dans ces affaires-là qu'au final, c'est nous tous qui finit par perdre économiquement de ça. Puis c'est toujours, c'est très payant, c'est très coûteux. Puis plus qu'on pense, puis ça devient juste frustrant parce que c'est tous nous autres, via nos taxes, nos impôts, qui payent pour ça puis qui financent pour ça. Tout ça pour, au final, sauvegarder des emplois qui c'est pas pour sauvegarder des emplois. Là, je vais être super cynique, mais c'est pour gagner des votes, là. Clairement, mais c'est ça, mais c'est qu'ils les ont pas. Ils ont pas ces votes-là. C'est ça, je comprends pas. C'est que les libéraux les ont pas, ces votes-là. En Alberta puis en Saskatchewan, c'est bleu à grandeur. Mais tu veux pas que l'Alberta commence à spinner de son bord? À spinner dans quel sens? Faire pression. Tu sais, une des stratégies du Québec, c'était d'utiliser. Même les libéraux ont des fois utilisé un peu ça, pas d'être indépendantiste, mais des fois, le Québec, c'est comme tu fais la pression de hey, je suis indépendantiste, je vais peut-être partir du Canada. Peut-être que tu veux garder l'unité nationale. Tu veux pas que l'Alberta commence à spinner de son bord et de devenir plus indépendantiste. Mais moi, si je suis le Canada. Tu veux garder la cohésion, fait que tu fais plaisir à l'Alberta le plus possible. Moi, si je suis le Canada, je me dis, si l'Alberta fait son indépendance, c'est dans le but de faire soi-même, de prendre ses propres choix. Donc, quel choix que l'Alberta prendrait que le Canada les empêche de prendre? Ce serait, mettons, l'exportation de pétrole. Une fois que l'Alberta est indépendant, il va falloir qu'elle exporte de quelle façon son pétrole? Vu qu'elle est enclavée géographiquement, il va falloir qu'elle fasse des ententes internationales avec le Canada. Puis, t'aimes bien mieux en tant qu'Alberta, selon moi, être partie prenante du pays que d'essayer d'avoir une entente tierce. C'est à l'avantage, selon moi, de l'Alberta, au niveau des exportations pétrolières, d'être dans le Canada et d'avoir une espèce de poids décisif. Là, je fais vraiment comme l'argumentaire d'un fédéraliste, en réalité. C'est parce que moi, je suis souverainiste, mais là, c'est un argument très, très fédéraliste de dire... Puis c'est vrai, moi, je le vois vraiment d'un point de vue fédéraliste dans l'Alberta, d'un point de vue où tu as besoin du Canada pour l'exporter ton pétrole, parce que sinon, tu fais juste te mettre des bâtons dans les roues le plus possible, en t'imposant des besoins d'entente internationale où là, tu n'auras même pas le gros bout du bâton. Puis le gros bout du bâton, tu l'as bien plus en faisant partie de ce pays-là. Fait que pour moi, c'est même pas avantageux. En tout cas, je vois pas l'avantage pour l'Alberta d'être un pays si le but premier, c'est d'exporter du pétrole. C'est ça. Je comprends même pas c'est quoi le plan... il y a la COVID, il y a toute la gestion de la pandémie, mais je me demande un peu c'est quoi la priorisation électorale du gouvernement de Trudeau là-dessus. Est-ce qu'on pense plus aller vers une économie verte? Là, Alizée, tu parlais dans le fond qu'on allait plus aller vers une gestion du carbone. Ça peut quand même bien se spinner côté vert. On pourrait regarder les provinces un peu plus qui ont été au Québec, ça a été un petit peu plus difficile. L'Ontario, ça a été un petit peu plus difficile aussi la dernière élection. On est en gouvernement minoritaire. On veut maintenir quand même nos gains en Colombie puis dans les Maritimes. Est-ce qu'on pourrait plus aller vers cette vision-là ou on gagne électoralement? Tu dis que c'est pour une raison électoraliste qu'on veut quand même maintenir l'Alberta.
y a-t-il un avantage, Trudeau, à vouloir maintenir le Canada uni comme ça par l'Alberta? Ben ça, c'est sûr là, que l'unité nationale, c'est à son avantage. Définitivement. Il veut pas être perçu comme le gros méchant premier ministre. Ben oui, non, mais exactement. Mais en fait, c'est parce que je suis en train de me demander, tu sais, à quel point l'environnement, c'est de juridiction fédérale par rapport aux provinces à la fin de la journée. Tu sais, Justin Trudeau peut sûrement... sûrement... la belle colle de politologue. Non, mais... Continue, non, mais en fait, c'est une question qu'il faut se poser, tu sais, c'est... En fait, définitivement, il est responsable, mettons, de financer un pipeline ou pas. Mais mettons, tu sais, je sais pas moi, attends, c'est qui gère, mettons, les taxes sur le pétrole? C'est-tu le fédéral ou le provincial? Ben, il y en a des deux bords. Tu sais, comme à la pompe, live, quand on paie du gaz, il y a des taxes provinciales et fédérales. C'est une compétence mixte, mesdames et messieurs. C'est fédéral et provincial qui gèrent l'environnement, les deux. Ouais. Okay. C'est pour ça que quand on dit souvent, quand on est aux souverainistes, hein, les engagés publics, les dédoublements ministériels, ça existe pour beaucoup de ministères, entre autres le ministère de l'Environnement. Fallait que je la glisse, c'était plus fort que moi, tu peux continuer. Non, mais en fait, je pense que le plan du Parti libéral du Canada, en ce moment, c'est plutôt de dire, ben, en fait, nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on réfléchisse collectivement à comment on peut apprendre de cette expérience de pandémie-là pour justement se rendre compte qu'on est vraiment mauvais en approvisionnement, qu'on dépend trop de l'importation, de choses qu'on peut fabriquer ici. Et tout ça, c'est au détriment de l'environnement. En fait, moi, je pense que c'est ça que tout le monde... Ben, pas juste, en fait, au niveau fédéral, même au niveau provincial, les gens sont en train de réaliser, ils sont en train de se dire comment ça se fait qu'on commande des masques de la Chine, on peut pas les faire ici. Ouais, c'est ça, tu parles pas juste au pétrole, là, tu parles mais du non, mais en transport, fait, ça n'a rien à voir puis... J'ai envie de dire, ça n'a rien à voir la consommation d'essence avec la pandémie actuelle, à part que le seul lien évident que je vois, c'est que, en fait... passer 2 heures dans sa voiture tous les matins pour aller travailler, c'est une aberration économique. On pourrait éviter des commutes, là? Non, mais attends, c'est parce que c'est pas moi l'économiste ici en ce moment, mais moi, je pense que c'est vraiment une aberration, on peut dire, économique, parce que dans un premier temps, en fait, c'est 2 heures que l'employé passe pas à faire autre chose. En fait, il n'est pas productif. Si seulement on avait un économiste sur le panel. Non, mais il est pas productif pendant ces 2 heures-là, puis en plus, il pollue. Donc, moi, je comprends pas comment ça se fait qu'en 2020 encore... Mais moi, ça, c'est quelque chose que je disais avant la pandémie. T'as des achats que tu fais pour avoir ce commute-là. Tu participes à l'économie de l'industrie automobile, tout ça. Jay, il y a quand même tu participes à ça. Mais c'est ça, c'est que tu peux... un mode de vie. Tu peux le voir d'un sens où, tu as acheté une voiture, puis tu consommes, puis les gens ont décidé d'acheter une voiture, puis sont libres de consommer, puis dans une société quand même assez libérale, fait que genre, tu sais, ils sont libres de faire ça, mais d'un point de vue optimisation des ressources, c'est quand même ton travailleur, mettons, je suis le gouvernement, c'est ton travailleur qui gaspille 2 heures de son temps, matin, soir, à chaque jour, juste de transport, fait que ça, t'as rien créé, t'as pas généré, t'as pas travaillé, t'as pas créé rien, t'es pas productif, puis ça coûte cher. Genre, les fonctions de croissance de chaque pays, c'est la croissance de ta population puis la croissance de ta productivité. Puis à partir du moment où un pays est capable d'être productif, c'est là qu'il va générer de la croissance par rapport aux autres pays. Mais quand tu sais que, comme Elisa a dit, ton individu, ton travailleur, il passe bien trop de temps dans son char à rien faire, en plus de polluer, ben on a des questions à se poser. Puis c'est exactement ça qu'elle a dit, puis c'est justement nos façons de faire qui sont en train de changer, puis ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est positif. Parce que live, on est tous d'un travail à la maison, puis école à la maison, puis on pollue beaucoup moins. Balado à la maison. Puis balado à la maison aussi. Mais ça nous fait changer nos façons de faire, ça nous fait réaliser qu'il y a certaines choses qu'on fait, qu'on se déplace pour les faire, qu'en réalité, on n'a même pas besoin de se déplacer pour les faire, on pourrait faire ça à la maison. Puis ça serait beaucoup mieux pour l'environnement, puis peut-être même plus productif à tout niveau de vie. Comme je suis ici, je travaille, mais je fais aussi ma vaisselle, mon lavage, je travaille sur d'autres choses en même temps. Puis à ce niveau-là... Tu passes du temps avec tes enfants, tu fais du sport, tu dors plus. En plus, nombreux enfants de G. Non, mais... J'en ai 4. C'est parce qu'en plus, tu sais, on dit là, que rester assis, là, il y a de plus en plus d'études qui montrent que, tu sais, même si tu marches une demi-heure par jour, ou même si tu fais 5 heures de sport par semaine, si tu restes assis dans ton auto 2 heures par jour, plus 8 heures au bureau, c'est vraiment mauvais pour la santé. Comme il y a juste des inconvénients à passer autant de temps dans nos voitures, sauf peut-être pour vendre des véhicules. T'sais, c'est le seul avantage peut-être, c'est de ce point de vue économique-là. Mais sinon, il était temps qu'on s'en rende compte. Moi, c'est ça, c'est quelque chose que je disais avant la pandémie. Puis comme je disais, c'est le seul lien qu'on peut faire à la rigueur avec que je vois, là, en tout cas avec la consommation d'essence
et tu sais, qu'est-ce qu'on vit actuellement. Mais sinon, comme on dit, c'est vraiment de réfléchir, comme je disais, circuit court égale moins polluant. Puis il y a aussi économie locale, etc. Il y a juste des avantages. Donc moi, je suis vraiment contente qu'on ait réalisé ça puis qu'on se dise, oups, ça marche pas. Ce qui est bien là-dedans, là, c'est que oui, on revoit nos manières de fonctionner. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un certain retour à la normale. Là. Je veux dire, quand on va pouvoir, où il y aura une gradation dans les prochains mois, puis on n'a pas embarqué dans l'épisode ici de la danse du New York Times, puis du fait qu'on va sûrement faire du in et out, et in et out, et in et out pendant les prochains mois, sinon années, pour ne pas vous déprimer. Mais il y aura, d'après moi, un retour à la normale où on va juste revenir dans nos bureaux. Mais, suivez-moi, la prochaine fois que quelqu'un va dire « Hey, je vais le prendre de la maison, ce meeting-là. Hey, cette journée-là, je vais la faire de la maison. » La prochaine fois que quelqu'un va faire ce poste-là, y a-tu vraiment besoin d'être en place? On a-tu besoin vraiment d'avoir cette structure comme on l'avait avant? Le champ des possibles a changé. Ouais. On ne pourra plus avoir les mêmes arguments de « Ben non, il faut absolument que tu sois au bureau parce que ça s'est toujours fait de même. » Cet argument-là va être caduc ou du moins... Il y aura sûrement des gens entêtés, mais il n'y aura pas de retour en arrière sur bien des affaires où les arguments vont devoir changer. On ne pourra pas faire... En tout cas, puis j'espère, je regarde, vous n'êtes pas plus jeune que moi, mais je vous regarde vous. En tout cas, c'est bien le fun pour vous autres parce que le monde va changer, puis vous aurez un nouvel univers à bâtir avec cette nouvelle réalité que vous êtes en train de vivre. Que nous, on a plus de bagages un peu, je suis plus proche du 40 que du 30 maintenant, là. Donc, on a plus, les 40 et plus, on a plus un vieux bagage. Vous pourrez savoir que ça peut marcher autrement. Mais c'est ça. Mais fondamentalement, le monde a évolué comme ça. C'est qu'on avait des façons de faire. Paf, il y a eu quelque chose, un événement, un élément déclencheur, quelque chose d'exogène qui est arrivé. Puis ça nous a fait apprendre sur nos fonctionnements. Puis bam, ça a créé d'autres innovations, ça a créé d'autres objets. Puis à chaque fois, c'est toujours une des évolutions, des changements dans la société qui fait qu'on arrive à être plus productif. Puis qu'essentiellement, on génère plus de croissance. Donc, économiquement, mettons sur papier, plus de bien-être, plus d'efficacité, plus de bien-être, plus de satisfaction que les gens retirent de ça. C'est toujours... Un économiste qui parle de bien-être. Ben, c'est ça, c'est... Ça va pas bien, man. Non, mais c'est ça, je dis, selon mettons, langage classique économique, là, la satisfaction et le bien-être des agents et des ménages, mettons, c'est qui, tu sais, mettons, là, je te donne un exemple qu'on voit en cours, là. Avant, t'avais pas d'électricité, t'avais pas d'ampoule. Fait que les gens, ils s'éclairaient avec des chandelles. Fait que là, t'avais des chandelles. Puis là, le jour où l'électricité est apparue puis que les ampoules électriques sont apparues, je peux te dire que tous les gens qui avaient mis leur fortune dans les compagnies de chandelles, eux autres, ils étaient mad en tabarnane de voir que leur fortune, leur investissement allait croupir parce que là, il y avait une nouvelle innovation technologique qui est arrivée. Mais comme mettons le pétrole, là, mettons vite de même. Fait que là, toutes ces personnes-là là, qui étaient dans l'industrie de la chandelle, à ce moment-là, le gouvernement a eu à faire un choix de est-ce qu'on préserve tous ceux qui sont dans la chandelle ou bien on met ça de côté, on y va d'une façon plus progressive, on s'adapte avec l'environnement technologique qui évolue avec le temps et on s'en va vers les ampoules électriques. Si à chaque année, puis à chaque dizaine d'années, les gouvernements s'étaient dit non, nous autres, on préserve les emplois dans la chandelle, ben aujourd'hui, on serait même pas avec l'ampoule électrique, puis on serait même pas en train de se parler à distance comme ça. Mais c'est toujours ça, c'est que les innovations arrivent, puis tu as un choix à faire, puis fait que tu fais des choix, gouvernementaux pour favoriser l'industrie de l'ampoule électrique au détriment de l'industrie de la chandelle, ce qui fait que tu as des pertes micro, qu'on appelle des pertes micro de, OK, il y a certains secteurs précis de la chandelle qui vont écoper, mais tu vas avoir des gains macro parce que tous les gains d'efficacité et les gains de productivité que l'ampoule électrique va te donner, ça va générer une efficacité puis de la croissance dans plein d'autres secteurs. Donc, c'est des gains macro que tu réussis à générer qui, à long terme, vont profiter à l'État, mais tu as des pertes micro assumées par tous ceux qui ont été dans l'industrie de la chandelle. Puis c'est toujours ça. Il faut qu'un gouvernement il surfe avec la transition, il faut qu'il fasse des choix courageux. Go with the flow, genre. Non, il faut faire des choix courageux. Puis en ce moment, on fait pas des choix courageux. C'est ça. mais à chaque fois que tu fais des choix que nous, on qualifie de courageux, ben pour d'autres qui sont dans l'industrie de la chandelle / industrie pétrolière, ben c'est des choix désastreux. Puis c'est des gens, pour eux, qui les écopent beaucoup. Puis c'est vrai, il y a des familles qui dépendent de ça. Fait que c'est des choix pas cool. Mais
genre, tu sais, comme n'importe quelle innovation, il faut voir une espèce de vision visionnaire de voir, OK, ben, qu'est-ce que ça va nous apporter ça? On va polluer beaucoup moins. Peut-être que si les autres pays qui font pas ça, ben, peut-être qu'il y a des gens dans le monde qui vont déménager au Québec, au Canada pour dire, ben, check, moi, je veux vivre avec une meilleure qualité de l'air où il n'y a pas du smog, puis je suis capable de voir le soleil, puis ça va devenir un critère de vie dans le monde. On sait jamais. Puis que le Québec puis le Canada va être capable d'aller chercher ce critère-là puis de s'en accaparer les avantages, alors que d'autres vont continuer dans le pétrole. Puis c'est toujours ça, faut que tu t'adaptes, puis ça, c'est des gros changements sur des centaines d'années, puis c'est toujours difficile, mais c'est des choix à faire. Juste rajouter 2 affaires. Est-ce que vous savez combien de places libres par jour on a au Québec dans nos autos? Autant qu'il y a d'autos? Ben, ouais, ça dépend de ton char. Là. Si t'as un petit char, mettons, t'as 5-6 places. Sinon, des plus gros chars. T'as pas 5-6 personnes dans ton char tout le temps. C'est ça le problème, c'est que je pense que c'est ça qu'elle voudrait dire. Je sais pas si c'est ça, mais en fait, c'est 25 millions de places libres chaque jour au Québec dans nos autos. C'est ça. OK! Voilà. Et oui. Fait qu'on fait quoi avec ça? Covoiturage. Mais c'est pas tout le temps efficace, pas tout le temps productif. Oui, mais en 2020, là, on peut trouver des applications. Là, j'en prends une note. Premier balado, Alizée donne raison au PQ qui voulait une app de balado de covoiturage. Non, mieux que ça, ils voulaient payer les gens pour inciter à faire du covoiturage. Puis moi, je trouvais que c'était une super bonne idée. En fait, c'était nécessaire. C'était peut-être pas rentable, tu sais, comme à proprement dit, mais que c'est nécessaire. Il faut vraiment que les gens ils changent leur comportement puis leur relation avec leur véhicule. Là, sinon, on s'en sortira pas. Là. En fait, d'ailleurs, la CAQ, qu'est-ce que j'ai l'impression qu'ils font, c'est qu'ils attendent qu'on ait les voitures électriques. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'on aura développé assez des voitures électriques au Québec, ben là, nos émissions vont avoir tellement baissé qu'on va quasiment être un modèle dans le monde, tu sais. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a d'autres choses à faire en attendant, parce qu'en attendant que tout le monde ait des voitures électriques, tu sais, ça va prendre plusieurs années, peut-être dizaines d'années, là. Puis aussi, j'allais dire autre chose. Attends, c'était quoi? C'était par rapport à l'environnement? Oui. Pour revenir aussi au gouvernement fédéral, par rapport à l'investissement dans le secteur pétrolier, en fait, je pense que le gouvernement fédéral, il a oublié que, tu sais, il y avait des mandats d'au mieux de 4 ans, mais sa stratégie est beaucoup plus à long terme que ça, dans le sens où comment les compagnies pétrolières se financent en ce moment, c'est en trouvant des bailleurs de fonds. Or, il y a toutes sortes de bailleurs de fonds, justement, qui se désengagent des investissements dans les énergies fossiles parce qu'ils savent que c'est un cul-de-sac, en fait. Buffett. Donc, non, mais en fait, ça peut être des banques, ça peut être des fonds d'investissement, ça peut être des caisses de retraite. Puis, c'est ça, c'est qu'en gros, la prochaine fois que quelqu'un va avoir un autre gros projet, ben, il va aller voir des bailleurs de fonds, puis personne ne va vouloir le financer. Donc, je pense que le gouvernement fédéral mise là-dessus dans le sens où ben, ces projets-là se feront de plus en plus rares, puis les gens, ils pensent pas à Trans Mountain tous les jours, qu'on va devoir endurer pendant un temps, mais tu sais, ils en accepteront pas d'autres parce que plus personne veut faire ça maintenant. Ben, plus personne. En tout cas, c'est un gros raccourci, là. Mais oui, voilà, je pense que c'est ça, c'est sur ça qu'ils misent aussi, là. Ben, je veux profiter de votre présence quand même, les deux. Il y a la COVID, il y a la pandémie, on va en avoir pendant une année, blablabla. Est-ce que l'autre grosse nouvelle du siècle, qu'on réalise pas puis qui a passé relativement rapidement, c'est la valeur du pétrole en ce moment? J'ai 2 experts économiques, puis j'ai quelqu'un qui est expert en relations de presse, puis en environnement, vous avez tous des études là-dedans. Est-ce que ça, c'est l'autre nouvelle du siècle? Est-ce qu'il n'y aura pas de retour en arrière, ou du moins, est-ce que ça sera jamais pareil avec ce qui s'est passé pendant la crise avec le pétrole puis l'industrie pétrolière? Moi, je le vois plus. La demande de pétrole est inélastique. Ça veut dire que même si le prix augmente, ta demande va quand même rester relativement stable, voire exactement stable. Parce qu'on dépend du pétrole à un point phénoménal. Les chars roulent encore. Tu sais, le gaz, il est à 1,10, je le prends. Il est à 1,25, je vais quand même le prendre, mais en sacrant. Mais je vais quand même le prendre, tu comprends? Autrement dit, on se fiche de nous. Mais c'est ça. Mais ce qui fait que avec tout le... Tu sais, l'OPEP au Moyen-Orient, je sais même pas si c'est au Moyen-Orient. En tout cas, tous les pays qui gèrent ça, le pétrole, puis c'est une espèce de cartel qui baisse. Ils jouent avec l'offre carrément pour jouer sur les prix. En ce moment, ouais. Okay. Puis en tout cas, tout ça pour dire que la demande là a diminué à cause de la crise vu les mesures de confinement, mais moi je pense pas que la demande ça va revenir, ça là. Va rester baisse. Ça veut dire c'est ça. Ouais. Elle va revenir, la demande veut pas. Puis cette demande là, ben elle va se faire combler de différentes façons, de différents pays producteurs de pétrole.
Puis on n'est pas sorti de ça nécessairement. Dans le sens où c'est pas parce que là, on consomme moins de pétrole, puis que les compagnies pétrolières ont plus de la misère à vendre, dont celle du Canada, parce que celle du Canada, c'est très coûteux. Donc on est les derniers, mettons, offreurs de pétrole dans le monde. Mais je pense qu'à partir du moment où ça va revenir de façon progressive, ben il va encore avoir de l'argent à faire avec ça, puis c'est justement pour ça qu'il faut que le gouvernement mette des espèces de barrières dans ces industries-là, puis favorise les énergies renouvelables pour le développement durable et les énergies propres, parce que ça se fera pas tout seul, parce qu'on est trop d'une certaine façon dépendant au pétrole, puis trop habitué à le payer, puis on n'agit pas comme n'importe quel agent agirait normalement sur des variations de prix sur n'importe quel autre produit. Mettons le pain. En tout cas, si je te donne un exemple. Mettons le pain, là, il est 2 pour 2,50. Mais quand il va tomber à 2 pour 8 piastres, du jour au lendemain, moi, je vais être bien fâché, puis je vais peut-être checker d'autres façons de m'alimenter le matin. Tu comprends? Sauf que si le pétrole, il augmente du même pourcentage, peut-être que ça changera pas en toute ma façon de consommer du pétrole, parce qu'on est trop dépendant de ça. C'est ça le problème. C'est pour ça que le gouvernement doit intervenir dans ce marché-là. Alizée, ça va-tu changer? J'ai rien à ajouter, j'allais dire à peu près la même chose, que si vous pensez que le prix va rester comme ça, vous rêvez. Ouais, vraiment. Est-ce que... Mais je vous ramène sur d'autres choses d'abord. Vu qu'on sait que c'est arrivé, est-ce que... Puis ce qui m'a allumé un peu dans ce que tu as dit, Alizée, c'est ton propos sur aller chercher le financement. Est-ce que on sait maintenant que ça, c'est possible? C'est comme si ça avait shaké. On sait que ça peut changer maintenant. Je sais que la demande va revenir, tu as raison, Jay. Donc, le coût du baril va remonter, OK, fine. Mais, et maintenant qu'on sait qu'on peut télétravailler, on sait qu'on peut avoir un système différent, ou en partie différent, hybride peut-être, est-ce que ça remet en question, enfin, le modèle pétrolier traditionnel? Est-ce qu'enfin, c'est comme, OK, ce monde-là, il n'est pas... je me sens comme GND. J'ai l'impression de sonner comme un révolutionnaire, mais je pose la question. Il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a que de mauvaise réponse. Alors, je vous laisse le fardeau. Est-ce que ça laisse le point que ce monde-là, il est ébranlable? Oui, il est ébranlable, ça, c'est sûr. Mais c'est parce qu'en fait, le pétrole canadien, ça fait longtemps là, qu'on dit qu'il est plus viable. Là. C'est pas la première fois qu'en fait, le baril de pétrole en Alberta coûte plus cher à fabriquer que le prix qui est vendu. C'est juste que là, c'est vraiment des... Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'en fait, il y a plein d'indices qui nous montrent que c'est pas viable. Il y a Bill Gates qui a fait une vidéo qui est super fameuse. En fait, il explique comment, chaque année, on dépense plus d'argent en exploration pétrolière que ce que ça rapporte à la pompe à la vente. On passe plus de... Mais oui, mais c'est ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart de nos problèmes, de notre relation avec l'énergie en ce moment, c'est que t'as 99% de la population qui paye pour que tes 1% des gens qui travaillent dans cette industrie-là continuent à vivre. Ouais, c'est tout le temps... les proportions sont, à titre d'illustration, c'est pas exact, mais quand tu regardes, en fait, tu découvres que c'est quelqu'un, une compagnie ou une personne qui a des intérêts très, très particuliers pour préserver sa business, qui va mettre le bâton dans les roues, qui va faire son lobbyisme pour pouvoir rester en activité. Mais finalement, là, tu sais, quand tu regardes, là, ben, tu sais, ces gens-là, cette expertise-là, ça pourrait être utilisé ailleurs. Puis c'est ça, c'est parce que, ben, on veut être sûr de garder un siège social, là. On veut être sûr d'obtenir des votes aux prochaines élections, qu'on le garde. Puis voilà, c'est aussi simple que ça, malheureusement. C'est ça. Mais si ça tient juste à ça, à un moment donné, à long terme, c'est pas viable. Oui, mais c'est parce qu'il y a extrêmement d'énergie qui est mise, justement, pour... pouvoir, ben c'est ça, tu sais, démontrer le contraire ou justement, tu sais, on mise sur des arguments émotifs, c'est ça, c'est de la communication. Dès qu'on parle d'économie, dès qu'on parle de préservation d'emploi, ben souvent, c'est un passeport magique, tu sais, dans la tête des gens, ça ouvre toutes les portes, puis là, c'est ben non, faut pas toucher à ça, tu sais. Mais en fait, c'est notre approche par rapport au discours aussi qu'il faut changer, là, je veux dire, des arguments Foucault sort de ce corps. Non, mais attendez, c'est parce qu'en fait, un autre exemple, parmi tant d'autres, là, c'est que l'année où Donald Trump... Je suis en train de donner tout mon stuff pour toute l'année. L'année où Donald Trump a été élu, les énergies fossiles ont rapporté plus de PIB que la production... OK, je recommence. L'année où Donald Trump a été élu, les énergies renouvelables ont rapporté plus d'argent dans l'économie des États-Unis que les énergies fossiles. OK. Mais c'est ça, c'est en rendu là, c'est de la communication, c'est tout. C'est qu'on a rentré dans la tête des gens. On a réussi, en fait,
à associer dans la tête des gens que lutte au changement climatique, ça équivalait récession. C'est comme des gens aujourd'hui qui, avec une grande malhonnêteté intellectuelle, nous disent que tous ces jeunes milléniaux qui nous parlaient de décroissance il y a quelques mois, est-ce que vous trouvez ça le fun, la décroissance maintenant? Mais c'est vraiment démagogique. C'est parce que, en fait, c'est que c'est dans un contexte vraiment différent. Puis justement, en fait, je vais vous donner une autre illustration. Vous avez vu, en fait, comment on parlait d'aplatir la courbe par rapport au cas de COVID. Ben, il y a des gens qui ont fait un parallèle comme quoi, si justement on garde notre courbe d'investissement en changement climatique stable, ça va éviter qu'à un moment donné, on a un pic où, justement, il va falloir faire des changements drastiques sur une période très, très courte de temps, peut-être 5 ans, 10 ans, où les conséquences vont être beaucoup plus graves. Mais plus on veut en investir maintenant, mais progressivement, à un rythme raisonnable, moins ça va faire mal plus tard. C'est comme quand tu rénoves... C'est un raccourci, ça, Alizée? Tu trouves facile ou tu trouves ça valide comme comparaison? Ah, c'est très valide. Moi, je valide ça. Non, mais c'est très valide. C'est comme une maison quand tu la rénoves. Tu sais, plus t'attends de faire tes rénovations, plus ça va te coûter cher. Tu sais, si ton toit commence à couler, là tu vas devoir changer pas juste les tuiles, tu vas peut-être devoir changer toute l'isolation de ton étage. C'est la même chose. C'est incroyable. Veux-tu une autre statistique? Vas-y fort. Quoi? OK. Une autre statistique, c'est Vas-y que fort. en fait, on estime que d'ici 2050, c'est 22 milliards de dollars chaque année qu'on va dépenser en résilience face au changement climatique. Pas en lutte. En résilience? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? La résilience climatique, c'est par exemple quand on envoie l'armée pour aider les gens pour les inondations. Okay. Ça va être par exemple devoir construire des digues pour les inondations. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre aussi? On va trop dépenser d'argent dans contenir la crise que dans essayer de l'éviter. Oui, c'est ça, mais non, mais en fait, il va falloir faire les deux en même temps, là, par ailleurs. Ouais. Continuer, oui, c'est ça. Mais je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est quoi le budget de la santé au fédéral maintenant, mais je pense que c'est moins que ça. Non, mais en tout cas, c'est ça. Résilience climatique, ça peut être plein de choses pour, en fait, atténuer l'impact sur la vie des gens, des changements climatiques, en fait. Ça peut être, par exemple, rehausser des routes. Ça peut être, je sais pas, par exemple, ouvrir des nouveaux centres, des nouveaux lits d'hôpitaux pour pouvoir héberger des gens en cas de canicule. Ça peut être plein de choses. C'est ça l'affaire. C'est que, en fait, plus on va attendre, plus la facture va être salée. Oui. Parce que plus tu attends, plus ta cible de réduction de gaz à effet de serre augmente et plus ton temps pour l'atteindre diminue. Donc, forcément, ça va être beaucoup plus difficile d'année en année. Puis sauf que l'enjeu avec ça, c'est que c'est un enjeu macro, c'est un enjeu mondial, l'environnement, puis que chacun doit faire sa part, mais se coordonne pas pour faire sa part. Fait que si, mettons, nous, on le fait, la Suède le fait, puis la France le fait, mais que les États-Unis le fait pas, la Chine le fait pas, puis l'Angleterre le fait pas, c'est vraiment frustrant pour les pays qui travaillent dans ce sens-là de voir que nous, on se replie, on fait en sorte que notre croissance soit un peu moindre à court terme en investissant moins dans ces secteurs-là qui sont profitables à court terme, le pétrole, face à des pays qui on les laisse profiter de ça. C'est très, internationalement, on se voit pénalisé de ça. C'est pour ça que quand il n'y a pas de coordination, c'est très difficile de faire en sorte que tous les pays fassent attention à l'environnement, surtout quand il y a bien des pays en voie de développement qui sont pas pantoute dans une idée de faire attention à l'environnement, que les autres sont comme OK, moi je faisais mes crevettes ici, mais maintenant j'ai appris que si je les faisais ailleurs, je vais avoir des gains de productivité, ce qui va générer de la croissance. Fait que on va faire des ententes internationales avec le pays d'à côté, puis on va les importer nos crevettes, puis on va générer de la croissance avec ça. Il y en a qui sont pas là pantoute là. L'avantage là-dessus, Jay, par exemple, puis tu parles de crevettes, mais ça va être aussi vrai en environnement, c'est qu'il n'y a pas de petits exemples. Hein, puis pour tous les souverainistes, ce sera un avantage, mais même au niveau du Canada, ce sera, si enfin Trudeau voulait réellement être plus vert, s'il vous plaît, merci. Ouais. Mais il n'y a pas de petits exemples pour ça. Puis Alizée nous invitait à être plus pensé localement, produire, transport local. Le Canada ou le Québec ou tous les petits pays pourraient être des exemples d'une économie plus verte et ça va faire pression sur les plus grands joueurs. Puis ultimement, qu'on aura un meilleur leadership
aux États-Unis, ça va faire pression sur la Chine. La Chine, by the way, là, elle a tous les intérêts économiques et à moyen et long terme de passer au vert. Ils vont s'auto-tuer, ils vont s'auto-étouffer dans une économie plus polluante. Alors, tôt ou tard, si au moins on fait de la pression sur la Chine, vu qu'ils sont un gros poids mondial, ils vont avoir tout avantage à faire une transition également. Que vous n'êtes pas d'accord ou d'accord, je ferme la discussion, je ferme le débat. Okay. C'est mon avantage d'animateur, je ramène ça. Comprenez-vous pourquoi on les a, ces deux-là, aux engagés publics? Quel débat extraordinaire! Quelle année et plusieurs années on aura avec Jay et Alizé, ça va être extraordinaire. Merci d'être là, les deux. Merci, ça fait plaisir, c'est vraiment cool. Alizé, t'as bien aimé ça? Ah oui, c'était génial. Merci beaucoup. Et c'était... je veux quand même finir avant de me lancer. J'allais dire c'était notre épisode. Avant de me lancer là-dessus, je veux finir sur une belle note. Je vais me le permettre en tant qu'animateur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? J'espère qu'on vous a inspiré. On a des bouts plus déprimants. On a la COVID. Restez à la maison, restez en santé, faites les distanciations sociales, tout ce que le bon docteur Arruda nous dit, mais profitez-en si vous avez l'opportunité de le faire, si vous pouvez le faire, si vous vous sentez en santé, si vous prenez votre marche, vous êtes en forme dans votre tête, prenez ça comme un moment constructif, structurant. Il y a des balados en ligne, il y a des formations en ligne, il y a des livres en ligne, il y a des livres que vous pouvez lire. Il y a plein de choses, vous pouvez vous éduquer sur des sujets qui vous intéressent, que vous n'avez pas le temps de faire. Et après ça, on va pouvoir être plus activistes tout le monde ensemble, on va pouvoir demander des choses ensemble. Puis même à ça, même on n'a pas besoin d'attendre. Nos députés sont encore toujours là. Vous pouvez les appeler et leur faire des demandes, discuter avec eux. Allez dès maintenant sur agir.engagépublic.com pour contacter votre député ou agir au niveau de l'environnement, justement. On demandera à Alizé de nous revamper ça, de mettre à jour notre section d'engagement environnemental des engagés. Vous pouvez déjà faire des choses. Donc, c'est mon appel à l'action positif. Il y a toujours quelque chose à faire. Il ne faut pas perdre espoir. Il faut canaliser nos énergies, notre colère et notre cynisme vers quelque chose qui change le monde. Donc, vous avez ça à bout de bras. Et sinon, c'était enfin le temps de vous dire que c'était notre épisode des engagés publics cette semaine. Abonnez-vous comme toujours à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et n'oubliez jamais notre ami chez Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. On vous prépare, Denis et moi, du bon stock à venir avec enfin de la vidéo, ça s'en vient. Et engagez-vous en visitant notre site web engagépublic.com. Merci à vous deux encore. Merci à toi, François. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. À la prochaine fois. Yes! Bravo! Félicitations. C'était nice. Moi, je vous ai laissé aller à la fin. J'ai adoré votre jazzage. Je vous ai laissé aller. C'est exactement ce qu'on veut, Alizé. Bravo. Oh, merci, c'est gentil. Attends, est-ce que T'as vous voulez vraiment bien une fait autre ça. statistique?